Selon lui, vainement tenté de former un nouveau gouvernement au Liban, le Premier ministre libanais devait réaliser une coalition en vue de l'organisation d'élections législatives prévues avant la fin mai. Cette nouvelle démission, la deuxième en un mois et demi, hypothèque la tenue du scrutin en temps et en heure. Et cette nouvelle annonce intervient le jour du 30e anniversaire du début de la guerre civile au Liban, un conflit dont les racines poussent encore dans le sol libanais à l'heure où le pays semble se libérer de la tutelle syrienne. Julien Colombani. Lorsque les Libanais atterrés découvrent les images de l'attentat perpétré contre leur Premier ministre Rafik Hariri, c'est un peu comme si les vieux démons de la guerre ressurgissaient 15 ans après. Premier réflexe, se réunir tous ensemble, refuser la violence, refuser l'escalade, qui chacun s'en souvient a plongé le Liban dans 15 années de guerre civile. De 1982 à 1988, le chrétien Amin Gemayel était président de la République. Il avait succédé à son frère, assassiné quelques mois plus tôt. Ce sont des éclats d'obus et des projectiles que nous avons ramassés dans mon propre bureau présidentiel. 15 ans de conflits fratricides entre communautés, 150 000 morts, des centaines de milliers d'exilés, de déplacés. Le petit Liban, jadis la Suisse du Moyen-Orient, est la proie des massacres. 1 millier de morts dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila. Le centre-ville de Beyrouth n'est plus que ruine. Les puissances régionales interviennent dans le conflit. La Syrie d'abord, Israël ensuite, qui occupera le sud du pays jusqu'en l'an 2000. Aujourd'hui, la société libanaise connaît une nouvelle source de conflit. Il y a ceux qui veulent le départ des Syriens, accusés d'avoir commandité l'assassinat de Rafik Hariri, et ceux qui estiment que la présence de leurs soldats au Liban est un gage de paix pour le pays. Les Syriens interviennent au Liban en 1976, un an après le début de la guerre interethnique. À l'époque, ce sont les chrétiens qui les appellent à l'aide. Malgré les accords de paix de Taïf qui prévoient leur retrait progressif, ils n'en partiront plus. Le citoyen ordinaire peut ne pas tomber sur le problème syrien dans la vie de tous les jours. Mais on retrouve les Syriens dans l'une ou l'autre des deux conditions suivantes, soit quand on fait de la politique, soit quand on fait de l'argent. Le président syrien a décidé de retirer du Liban ses troupes et ses services de renseignement. Mais la Syrie ne compte pas pour autant abandonner son influence au pays du Cèdre. Et pour cela, elle garde de nombreux alliés au sein de la classe politique locale. En démissionnant aujourd'hui sans avoir formé de nouveau gouvernement, le Premier ministre pro-syrien Omar Karameh hypothèque la tenue d'élections législatives prévues pour le 31 mai. Les opposants condamnent et sont plus mobilisés que jamais. La crise politique libanaise est encore loin d'être réglée. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, objet de toutes les attentions, en visite officielle pour 2 jours à Paris. Il est l'invité de Jacques Chirac, qui l'a d'abord accueilli à Orly, puis l'a reçu à l'Élysée. Les deux hommes ont eu des entretiens en tête-à-tête avant un dîner en l'honneur du prince Abdallah. Dirigeant de facto le royaume wahhabite, Abdallah Ben Abdelaziz est reçu en grande pompe. Vendredi, il quittera Paris à destination des États-Unis, où il sera l'invité de George Bush dans son ranch texan à Crawford. Et avant cela, dans son programme parisien, le prince Abdallah prévoit de découvrir en compagnie de Jacques Chirac les arts islamiques au musée du Louvre. Plusieurs pièces seront d'ailleurs prêtées à Riyad pour une exposition. Le climat semble donc plus que cordial entre les deux pays. Et pour séduire les Occidentaux, l'Arabie Saoudite peut montrer un visage très moderne, à l'image de cette délégation de profs de fac venus en visite culturelle à Paris. Leur passage dans la capitale, presque au même moment que le prince, ne serait qu'un hasard. Gwenaëlle Lenoir, Laurent Fabius. Hommage à Sartre, philosophe de la liberté et de la conscience à la Bibliothèque nationale. Ces visiteurs-là revendiquent une proximité intellectuelle avec le penseur français. Ils viennent pourtant d'un pays que l'on associe guère habituellement à la culture et à la liberté, l'Arabie Saoudite. Spécialistes de littérature française, francophones et francophiles, ils enseignent à l'université de Jeddah. En tant que professeur de littérature française à l'université, j'enseigne en fait Sartre. Et pas seulement enseigner Sartre, mais je donne plusieurs informations sur les auteurs français en général. Objectif de cette délégation, tenter de redresser l'image du royaume. Le régime est conscient de l'équation Arabie Saoudite égale atteinte aux droits de l'homme et 11 septembre. Ces jeunes intellectuels veulent représenter une autre Arabie à milieu du terrorisme, ce fléau, disent-ils.
Le problème, c'est que mettre tout le monde dans le même sac. On s'interdit de regarder l'Arabie Saoudite multiculturelle, pluriculturelle, alors que l'Arabie Saoudite est le premier pays touché par ce fléau. Et l'Arabie Saoudite, et le gouvernement et le peuple saoudien, il s'est combattu pour combattre ce fléau. Autre question épineuse, le statut des femmes. Nada et Kadria, toutes deux professeurs et journalistes, sont là pour répondre, même si elles n'ont pas pu quitter leur pays sans l'autorisation de leur époux. Nous sommes toutes éduquées, nous sommes bien civilisées, nous sommes ouvertes sur le monde et nous pouvons bien participer à faire une réforme, soi-disant, pour corriger l'image de l'islam tout d'abord et l'image de la femme musulmane. C'est un pays ouvert, dans tous les cas. Le royaume est un pays qui essaye de s'ouvrir à tous les pays du monde. C'est le deuxième pan du message. Le régime saoudien, que l'on dit sclérosé, à bout de souffle, est engagé dans la voie des réformes. En somme, affirment ces intellectuels, l'Arabie saoudite veut devenir un pays comme les autres. Bien loin des foules de millions de fidèles assistant à ces obsèques, quelques centaines de pèlerins de passage à Rome ont rendu un hommage à Jean-Paul II aujourd'hui. La crypte où repose l'ex-pape, une simple dalle de marbre blanc située sous la basilique Saint-Pierre, est ouverte au public depuis ce matin. Et la presse italienne a son favori, selon elle, c'est le cardinal allemand Joseph Ratzinger qui aurait le plus de chances d'être élu pape la semaine prochaine. Quel qu'il soit, le successeur de Jean-Paul II devra s'attaquer à plusieurs chantiers, à commencer par la redynamisation de l'Église catholique en Europe. Richard Tripot. Maintenir et renforcer les liens avec les autres religions, telle sera sans aucun doute l'une des premières tâches du successeur de Jean-Paul II. Poursuivre cette politique commencée le 27 octobre 1986 lors de cette assemblée d'assises où toutes les religions furent invitées à prier ensemble pour la paix. Mais l'œcuménisme connaît des résistances. Et si les liens se sont resserrés avec les protestants, à l'image de ce baiser de paix échangé avec l'archevêque de Canterbury, ceux avec le monde orthodoxe restent distendus. Le rapprochement entre ces deux branches de la chrétienté souhaité par Jean-Paul II reste inachevé, un échec pour l'Église. Elle considère comme faisant partie de sa mission travailler à la paix dans un monde qui soit réconcilié. Et ça ne se fera pas simplement par une mondialisation des échanges économiques, ça se fera aussi par le dialogue entre ceux qui ont une responsabilité spirituelle. Renouer les liens avec les orthodoxes russes sera sans doute une des missions délicates du prochain pape. Car si Jean-Paul II a pu se rendre en Grèce après son rapprochement avec le patriarche de Constantinople, il n'a jamais pu faire le voyage de Moscou. Certains dossiers sont lourds aussi au sein même de l'Église catholique, à commencer par la baisse du nombre des fidèles, surtout en Europe occidentale et en Amérique du Nord. En 25 ans, les catholiques sont passés de 18 à 17% de la population mondiale. Les églises se vident, le public des fidèles est âgé. Comment faire revenir les gens et surtout les jeunes dans les églises? Deuxième dossier, celui des prêtres. Quel doit être le rôle des prêtres? Faut-il maintenir le célibat? Quelles doivent être les relations entre prêtres, diacres et laïcs? Ce sera le deuxième dossier. Et puis enfin, troisième dossier, non moins important et mal connu, celui des nouvelles églises protestantes dites évangéliques qui prennent des fidèles aux églises protestantes traditionnelle, mais aussi à l'Église catholique. Un phénomène qui touche essentiellement l'Amérique latine et l'Afrique. Avec cette question qui s'impose aujourd'hui à l'Église catholique, doit-elle avoir les mêmes réponses aux questions lorsqu'elles sont posées en Europe occidentale ou dans les pays d'autres cultures, en particulier s'agissant de mœurs et de la morale sexuelle? Des réunions de fidèles et d'évêques à travers le monde ont déjà exprimé un grand besoin de décentralisation. Il y en a eu en Afrique, il y en a eu en Asie, et où les chrétiens expriment un peu leurs souhaits, disent leurs difficultés dans leur vie chrétienne dans le monde d'aujourd'hui, et expriment des vœux. Et ces vœux sont transmis par les évêques, et en effet, il y a un souhait très très fort que l'Église puisse se décentraliser et, au fond, donner plus la parole à ce qu'on appelle les églises locales. Pendant plus de 25 ans, Jean-Paul II a su donner au message évangélique un écho sans précédent sur la scène internationale.
Mais sa disparition a révélé des failles dans l'Église et des impatiences au sein d'une communauté de plus d'1 milliard d'hommes. Une politique de santé à l'échelle européenne, c'est le pari qu'entendent relever les 25 ministres de la Santé de l'Union réunis à Paris pour lancer, entre autres, un programme commun de lutte contre le cancer. Un travail collectif qui existe déjà dans certains services de pointe. Et ainsi, à l'Institut Paoli Calmette à Marseille, des équipes européennes tentent de personnaliser un peu plus la médication proposée à leurs patients. La technique médicale ne suffit pas. Écoute et prise en compte de la parole du malade font aussi partie de la thérapie. C'est le dossier de ce soir 3. Il est signé Florence Trintignac et Marc Félix. Ne peuvent attendre, il est venu de Tchéquie pour travailler sur ces échantillons. Le tumorotech peut ainsi comme ça aider pour valider mes modèles, mais aussi pour améliorer la thérapie et pronostic, le diagnostic du cancer hépatocellulaire. Qu'est-ce que vous aimeriez comme plus? Comme ça. Là, dans le service des greffes, une chambre stérile, le professeur Maraninki parle avec un de ses patients. Vous êtes guéri, je vous assure. Directeur de cet hôpital marseillais, Dominique Maraninki observe depuis longtemps les cancérologues scandinaves. Il a rompu avec les traditions françaises de prise en charge des malades. Pour lui, le dialogue est impératif. On s'est dit que finalement, les patients avaient probablement des choses à dire et probablement des choses à nous apprendre. Et effectivement, en regardant l'ensemble de l'Europe, et notamment l'Europe du Nord, on s'est aperçu que c'était une démarche très courante, que des patients ou des anciens patients ou des familles puissent dialoguer librement avec les institutions, avec les médecins, avec les politiques, et que ça ne déclenchait pas d'émeutes. Et que c'était même un processus assez naturel qui permettait d'améliorer les choses. En 2002, il décide de créer un comité des patients, une idée qu'il emprunte aux anglo-saxons. 2 à 3 fois par mois, d'anciens malades viennent parler de leurs expériences aux médecins. On fait part de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, de ce qui a convenu, pas convenu, et on essaie d'améliorer les conditions de vie, d'accueil des malades. L'Europe de la santé avance, mais pour le moment, elle est le résultat d'initiatives individuelles. Pourtant, pour lutter contre les maladies graves, les moyens de la recherche et les pratiques médicales les plus différentes doivent être partagés. Le ministre de l'économie Thierry Breton plaide pour la concurrence et encourage toutes les banques à rémunérer les comptes courants de leurs clients. La Caisse d'épargne est le premier grand établissement bancaire français à se lancer dans l'aventure depuis la levée de l'interdiction de cette pratique il y a quelques semaines. L'écureuil propose donc de rémunérer les dépôts à vue sans pour autant faire payer les chèques, mais le taux est très bas et les intérêts sont imposables. Les clients pour l'instant sont dubitatifs. Un déficit de précipitations compris entre 30 et 90% selon les régions, et ce depuis l'automne. La sécheresse qui frappe le pays à l'approche des fortes chaleurs a fait craindre le pire aux agriculteurs. Ils redoutent pour cet été une sécheresse comparable à celle qui avait sévi en France en 1976. Les cultures ne sont pas les seules menacées. Les risques d'incendie augmentent et l'eau se raréfie dans les rivières. Depuis le début du mois, 6 départements ont pris des mesures restrictives. En football, Liverpool a créé la surprise ce soir en éliminant la Juventus de Turin. Et puis dans l'autre quart de finale de la Ligue des Champions, le PSV Eindhoven et l'Olympique lyonnais procèdent actuellement à la séance des tirs au but. Une place en demi-finale est en jeu. On jette un œil sur vos unes de presse en kiosque demain. Le Figaro titre sur le grand oral de Chirac. C'est demain soir sur TF1 que le chef de l'État lancera sa campagne pour le oui au traité de constitution européenne. Pour François, c'est la contre-attaque de Jacques Chirac. Le quotidien parle d'une émission télé soigneusement préparée. Contre-pied de l'humanité qui titre sur les jeunes que Chirac n'entend pas ceux qui participeront à l'émission demain, mais les lycéens en colère qui battent le pavé depuis plus de 2 mois. La Tribune s'intéresse aussi à l'Europe, à la traîne de la croissance mondiale, une croissance prévue à 4,3% en 2005. Et puis dernière information que nous apprenons à l'instant, l'Olympique lyonnais éliminé de la Ligue des Champions à l'issue de la séance des tirs au but. Le PSV Eindhoven jouera donc la demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions continentales. Voici le tir au but victorieux du Brésilien Alex. Voilà, mais les Lyonnais n'ont rien à se reprocher au vu du match. C'est la fin de cette édition. Dans un instant,
l'instant, Philippe Labro nous raconte le légendaire destin de Mike Brandt. Et l'info revient demain avec le 12-14 présenté par Jean-Sébastien Fernandez, le 19-20 avec Élise Lucet. On se retrouve pour le soir 3 aux alentours de 23h. Excellente fin de soirée. Merci, à demain. Philippe Labro nous raconte tout en images le destin extraordinaire de Mike Brandt, tout de suite sur France 3. « 407, voiture la plus vendue en Europe dans sa catégorie. » On imagine Sophie, ses dessins, son rêve, son succès. On imagine son idée folle devenir la toute dernière folie. Chez Microsoft, c'est son potentiel qui nous inspire. Et nous créons des logiciels pour lui permettre de l'exprimer. C'est Bowie sur scène. J'ai raté sa dernière tournée. Il débarque sur France 4 toute une soirée avec un concert enregistré à Dublin et un doc un peu choc et ultra confidentiel. Yeah, I'm afraid so. What did you kill Ziggy? We come down to New York City to talk to him about the last half century, the next half century, whatever happened to Ziggy. La star rock a quitté Mars, mais certainement pas son côté rebelle spirituel. Le caméléon glam rock s'accorde pour une soirée majeure. À 20h50, le reality tour et à 21h55, le doc Un Terrien à 50 ans, c'est vendredi sur France 4. France 3, avec Laure de Maison du Café, vous donne rendez-vous. 4 pays sur la mer Rouge, une mer de légende qui mêle les parfums de l'Afrique et de l'Orient, les mystères de l'Arabie et les beautés des villes de corail. La mer Rouge, c'est la première escale de notre série Couleurs de mer. En Arabie Saoudite, les femmes pilotent des scooters des mers. Au Yémen, les petites filles de l'école coranique n'ont pas le droit de se baigner. En Érythrée, les femmes de la mangrove ont baissé les armes après 30 ans de guerre. En Égypte, les plongeurs découvrent les plus beaux fonds sous-marins du monde. 4 émissions, 4 couleurs, 4 destinées, une palette aux reflets changeants et aux pigments contrastés qui commence avec la mer Rouge. Couleurs de mer, c'est vendredi à 20h55 dans Thalassa, sur France 3.